un gros truc que les gens ne savent pas sur moi, c'est qu'à 17 ans, j'avais déjà ma première voiture, moi. Moi, j'avais ma vision, c'est gagner de l'argent dans le trading et rien que ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que le trading m'a rapporté, aucun autre business ne m'a encore rapporté cela. Tu es... On aurait appris. Je suis... C'est différent. Je ne connaissais même pas le trading avant de débuter. Qui t'a parlé de ça la première fois? Alors, j'ai découvert ça sur Internet. Moi-même, je n'étais pas convaincu que cela pouvait me nourrir. Ce qui m'a vraiment convaincu que c'était le moment, et c'était pendant la Covid. J'ai eu de très bons résultats, mes résultats ont explosé et je gagnais énormément. C'est là où j'ai fait mon plus gros retrait. Et je me suis dit, ok, là, il y a un potentiel. Et s'il y a un potentiel, c'est que je reste dedans. C'était quoi ce gros gain? Le premier retrait que j'ai fait, on m'a livré cela. Et c'est bien. Donc, vous imaginez déjà à peu près combien est-ce que il y a retiré. Mais dis donc, nous tous dans le pays, on va devenir trader. Pourquoi on a tendance souvent à remarquer que dans le trading, on vend un rêve qui paraît inaccessible en fait au commun des mortels. Dans un monde de misère, généralement, lorsque quelqu'un a une petite voiture, il est considéré comme un riche. Je pars du principe où, lorsqu'une personne réussit, il mettra toujours en avant sa réussite. Et la réussite, pas généralement pas ce qui est matériel. Mais pourquoi cette procédure en fait? Est-ce que c'est pour emmener les gens à choisir le trading? Pas forcément. Je dirais plus c'est une revanche sur la vie. Je me rappelle, une fois, on avait des excursions et j'avais même pas un seul jean. Ma maman a tenu ma main, on est allé chez une bonne dame qui vendait des friperies. On m'a pris un jean de femme. Le bas était ouvert. C'est des trucs qui vont te traumatiser au fait. Donc quand tu gagnes de l'argent après tout cela et que tu te permets certaines choses, indirectement tu as envie de montrer j'ai pris ma revanche sur la vie. Le gain le plus grand, le plus vaste à cette date-là, c'était quoi? On dit souvent que les riches, les vrais riches, ne montrent pas leur patrimoine. Okay. Ce qu'on voit, c'est le contraire chez vous autres. Okay. Ma question, êtes-vous vraiment riche, cher trader? Qui trader? sont les vrais riches? La majorité des gens qui disent qu'il y a des vrais riches sont des gens pauvres qui n'ont jamais eu accès au milieu des riches. Mesdames et messieurs, bonsoir. On est aujourd'hui dans une discussion avec Orphée Akode. On va parler de trading. On va lui poser ces questions que le commun des mortels se pose en ce qui concerne le trading. Qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading et l'arnaque, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut vivre du trading? Avec combien de budget on peut commencer à être trader? Toute cette question-là, nous allons lui poser. Mais avant toute chose, nous irons à sa découverte. Est-ce que dans son enfance, est-ce qu'il y avait des signes qui le prédestinaient à devenir trader ou pas? On y va dans une discussion, je vais appeler une discussion franche avec toi, bien sûr, Akode, Orphée. Nous espérons que tu vas à merveille. Je vais très bien. Comme un trader. On dit souvent que les traders se portent toujours bien. Toujours. Toujours. Même dans le cas où vous perdez des gains. Même dans le cas où on est toujours en bonne forme. Il faut avoir la tête sur les épaules. Pourquoi? Déjà parce que notre métier demande beaucoup de concentration. Donc même dans le chaos, comme je le dis, il faut être concentré. Et même quand ça ne va pas, il faut que ça y aille. Sinon, lorsqu'on perd la notion du calme, de la concentration, on passe à côté. C'est ça. Donc on accepte, on est résilient. La question que j'ai posée tout à l'heure dans mon introduction, est-ce que quand tu étais enfant, tout jeune, est-ce qu'il y avait des signes qui te prédestinaient à ce qui se passe aujourd'hui? Du tout pas. Tu étais quel type d'enfant, en fait? Assez récalcitrant, je dirais. Récalcitrant, oui. C'est-à-dire? Déjà, j'avais un père qui était vraiment très carré, donc c'est un policier. Et déjà, je passais la majorité de mes journées dehors. Donc, dehors, comment? Très dehors, avec des amis. Okay. Je rentrais pas vite. Quand je quittais l'école, je faisais des détours. Il y avait les pneus de moto en temps. On tapait dessus et tout. Donc, c'était vraiment ça. Et tous les soirs, quand mon papa rentrait, quand il n'était pas en patrouille, il y avait toujours une discussion à la maison. C'est soit que tu as déjà créé quelque chose à la maison. Oui, j'ai toujours fait quelque chose. Soit c'est que on fait où, et on finit jamais là. Après, il faut dire aussi que 80% du temps avant, on n'avait pas de poste télévision. Donc, quand j'étais pas là, soit j'étais chez les autres à regarder la télévision. Et quand la télévision est revenue chez nous plus tard,
au lieu de rester à la maison, j'ai continué quand même comme ça. Et papa se plaignait tout le temps. Donc, de temps en temps, on me mettait dans la douche, on fermait la porte sur moi. Est-ce que tu étais persévérant, en fait? Oui. Persévérance dans la bêtise, entre griffes. Bon, j'ai toujours été persévérant dans tout, même dans la bêtise. Là, on est dans ton enfance. Oui. Est-ce que tu as remarqué dans ton enfance que tu étais un tout petit peu têtu, ce qu'on te refusait, tu ne cessais de reproduire? Oui, et je pense que j'ai continué comme ça jusqu'à l'adolescence et tout. Ok. En fait, je dirais, je suis un enfant assez têtu, mais pas dans le sens où j'irais faire des choses pour créer des problèmes à la famille. Ok. Mais je passais la majorité de mon temps à suivre mes amis. Donc, soit on n'était pas rapidement à la maison, soit c'est que je devais prendre une douche, je ne prends jamais la douche, soit c'est qu'un moment on va crier parce que tu t'es pas brossé, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, je dirais que oui, j'ai continué quand même, et je dirais que c'est l'enfance. C'est l'enfance, on fait des choses, on ne se rend pas compte et tout. Donc, j'ai toujours été quand même une tête brûlée, comme je dirais. Voilà. Tu faisais beaucoup parler les parents. Beaucoup. Dans la maison où on était en location, entre-temps, dans la maison où on était, je pense que j'ai marqué les esprits quand même des autres locataires, je pense. J'étais dans la chambre ici des autres, j'étais dans la chambre des autres ici. Donc, c'était un peu compliqué quand même. J'avais l'énergie de l'enfance et tout. Donc, c'est ça. va, mais je n'amenais pas vraiment de problèmes compliqués à la maison. Donc, tu étais le jeune homme, l'enfant qui aimait avoir des amis, c'est ça? Oui, j'ai eu beaucoup d'amis dans l'enfance parce que je comblais le vide de ce que moi, je n'avais pas avec les autres. C'est-à-dire que nous étions dans un quartier où, comme je l'ai dit souvent, nous, on n'a pas toujours eu tout. Donc, il y avait d'autres. Les mamans étaient des commerçants déjà à Topa. On a des amis dont les papas étaient des directeurs de société, des gens qui avaient déjà des maisons à étage entre-temps. Donc, pour aller, il fallait, par exemple, j'avais pas de vélo. Donc, il y avait des amis qui avaient des vélos. Il fallait se faire ami avec eux pour pouvoir avoir peut-être 5 minutes, 2 minutes, tu roules rapidement. On te prête ça. Mais il fallait aller chez les autres pour regarder la télévision parce qu'en temps, il n'y avait que la télé à couleur. Donc, le temps que mon père puisse prendre notre c'était compliqué. Donc, il fallait avoir des amis pour avoir les bonnes grâces, je dirais. Donc, j'étais entouré d'amis. D'enfants, c'était vraiment entouré d'amis. Et c'est ça qui t'emmenait, en fait, qui t'emmenait vraiment à avoir des amis, qui t'obligeait, entre griffes, à En fait, avoir... j'ai toujours été opportuniste, je pense. J'essayais d'avoir des amis pour avoir des faveurs que je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup d'amis autour de moi. Et ce caractère, on le remarque chez toi aujourd'hui ou bien c'est fini? Oui, toujours. Si je dois passer par quelqu'un pour avoir les bonnes grâces, je vais toujours me faire humble, peut-être me tirer d'amitié avec cette personne, le temps qu'on règle nos affaires, le temps que j'ai ce que je veux, et voilà. Mais à part les choses que tu faisais, et tu étais très têtu, ce côté tête brûlée, toi-même tu l'as dit que tu avais, quels sont ces caractères qui étaient bons quand même chez toi quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais enfant... C'est vrai que j'aurais aimé interviewer maman ou papa pour le savoir, mais bon. Mais bon, ils diront toujours que je sais... Bon, même aujourd'hui, j'ai été un bon garçon, je dirais. Donc, dans l'enfance et tout, malgré que j'étais un peu têtu, je prenais le temps quand même d'étudier. J'ai toujours été dans les 3 premiers, voilà. Donc, j'ai toujours étudié. Et je pense, au-delà de cela également, j'évitais de ramener des problèmes inutiles à la maison. Donc, j'aimais pas du tout aller dehors, créer des histoires, ramener des histoires à la maison. Et j'évitais au maximum et tout. Et à part cela et tout, j'évitais les mauvaises fréquentations. Donc, j'ai toujours œuvré à toujours garder la ligne directive de l'éducation qu'on m'a donnée. Donc, j'évitais les problèmes inutiles. J'évitais de fréquenter des gens qui n'ont pas vraiment la même vision de l'éducation que moi. Et aussi, j'apprenais beaucoup. J'apprenais, j'étudiais. J'ai toujours fait partie des meilleurs de ma classe. Et ça faisait un peu taire les parents. Oh, énormément. Pour énormément, les dire, énormément. Malgré que je fasse ci, je fasse ça, ce que je dois faire en tant qu'enfant, je le faisais. Toujours. Et même quand j'étais dans l'enfance et tout, il y avait même des missions qui venaient de l'étranger et tout. Il y avait les lettres de correspondance et tout. J'étais parmi ceux qui étaient sélectionnés pour animer les troupes, les ballets, avec les ONG français et autres. Donc, je pense que j'ai vraiment eu une enfance un peu têtue, mais vraiment focus sur ce que je devrais avoir. Et je brillais beaucoup quand même parmi mes amis quand même. Je brillais énormément. Est-ce que le trader doit avoir des aptitudes d'un bon marketeur? De base, le trading n'est pas fait pour le marketing. On ne fait pas le trading. C'est deux choses différentes de base. C'est-à-dire, mais convaincre, en fait. Oui. Je pense que la meilleure qualité qu'un homme doit avoir, même de façon générale, c'est de savoir vendre. De savoir vendre. En tant que trader, tu dois savoir vendre. Forcément. C'est ça parce que notre business même, c'est le commerce. Il faut savoir vendre. Maintenant, quand on vient dans l'aspect marketing, le trading ne demande pas à ce qu'on soit marketeur. Donc, le trading, c'est de base, je fais le trading pour moi-même. Sur le marché, ça s'arrête là. Lorsqu'on sort du contexte trader simple, on veut être coach, formateur, accompagnateur, qu'on doit être bon dans le marketing. Donc,
Si vous voulez vraiment, une personne voudrait se positionner comme ça, il devrait faire le marketing. D'accord. Je ramène ça dans ton enfance. Ok. Est-ce que quand tu étais enfant, on a remarqué ce type de comportement chez toi? Bon. Convaincre l'autre à adopter en fait tel produit ou tel jeu ou tel jeu. Est-ce que tu l'avais? Oui, je pense que je l'ai fait. Et je pense même que dans notre quartier, j'ai été le premier à avoir dans le temps, il y avait un téléphone, la Nokia C3. Je pense que de mon enfance jusqu'à l'adolescence, j'ai toujours été la personne qui ramenait le business. C'est-à-dire, quand il y avait un truc qui rapportait de l'argent, j'étais le premier à ramener et à convaincre les autres et tout. Et je mettais toujours en place un plan d'accompagnement. Même aujourd'hui, je parle de ça, j'appelais ça le plan d'accompagnement business. C'est-à-dire que j'amenais toujours les autres à converger vers l'idée que moi j'avais. Et toujours dans ma tête, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui, comment est-ce qu'on mettait un plan en place, et donc, que ce soit les petits business qu'on a fait ensemble jusqu'à ce qu'on puisse. On avait découvert un jeu qu'on appelait Konami dans le temps où il fallait miser. Ça c'était en quel... Bon, je pense, mais je ne me rappelle pas de l'année, mais ça devrait être... Tu étais enfant ou au collège? Non. Au collège? J'étais, on va dire, de 12 ans jusqu'à 17 ans à peu près. Au collège? Oui, encore au collège et tout. Donc, pendant cette période également, j'ai ramené les business, je faisais des trucs. Et j'avais beaucoup de chance. J'avais beaucoup de chance et moi, j'étais le précurseur, je dirais, de tout ce qui était bizarre dans le quartier. Tant que ça parle d'argent, Accordé Orphée était là. Donc, tu avais des aptitudes, oui, j'avais des aptitudes qui te prédestinaient à être un trader. Bon, pas forcément. Pas le trader forcément, mais bon. Mais à devenir quelqu'un de grand ou bien à faire un bon marketing, je pense que oui. Parce que j'ai été assez intelligent. Mais si on me demandait qu'est-ce que j'aurais aimé faire dans la vie, je l'ai toujours répété, j'aurais été un avocat. Si j'avais eu les moyens, les ressources et tout ce qui... J'aurais pu continuer dans ce sens-là et j'aurais été un avocat. Mais pourquoi le métier d'avocat t'intéressait? Le métier de droit t'intéressait? Moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui était inaccessible aux autres. Je pense que le métier d'avocat de base, beaucoup de personnes veulent le faire, mais très peu y arrivent. Ça fait un. Et deuxièmement, quand j'étais enfant, il y avait un truc qui me passionnait énormément. Il y avait mon père, quand il rentrait, il me ramenait tout le temps la littérature africaine. C'est-à-dire, il y avait des livres. Il y avait un livre particulièrement qui avait attiré mon attention. C'était Le Soleil des Indépendances. Je pense que c'était Amadou, quelqu'un qui a écrit ça et tout. Que j'avais lu et j'ai compris un truc, c'est qu'il y avait assez d'inégalités et d'injustices dans le monde. Vous voyez? Et je me suis dit, OK, en vrai, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Et là, j'étais encore un adolescent. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire à mon échelle pour essayer de trouver une solution par rapport à ça? C'est de là que j'ai commencé à penser au métier d'avocat et tout. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à lire également les procès-verbaux de mon papa. C'est-à-dire, c'était un inspecteur, et quand on prenait quelqu'un, on devait le déférer. Vous avez, ils appellent le PV, je pense un truc comme ça. Quand je prenais, je lisais, ça me passionnait. Quand on parlait de code de procédure pénale, on parlait de l'accusé. Je me dis, mais waouh, intéressant. Le jargon était vraiment intéressant. Donc, ça m'a poussé à chaque fois à apprendre un nouveau mot. Quand il rentrait, il avait les tas de PV, il ramenait, je lisais de A à Z. J'apprenais le code de procédure pénale. Et il est arrivé un moment même où je connaissais presque le code de procédure pénale en République du Bénin par tête. Donc, c'était juste que j'étais passionné de cela et je le voulais. Mais la réalité est tout autre. T'as rattrapé. Oui, la réalité m'a rattrapé. La réalité vraiment financière. Quand tu étais enfant, c'est quel métier, enfant, je veux dire collège, ensuite l'université, quelles sont ces matières dans lesquelles tu brillais? Le français. La philosophie, je pense. L'histoire géo. J'étais nul en mathématiques. Vraiment nul en mathématiques. Ta note la plus nulle? Il y avait un professeur à nous. Quand il voulait délivrer les notes, là, il disait que de cochon. C'est 0. Je pense qu'il y a eu 0 une fois. En mathématiques, je ne sais pas du tout. Et je pense qu'on m'a même dit ça, que j'allais échouer au bac à cause de ça. Mais bon, je me suis rattrapé. J'ai fait de mon mieux et tout. Donc, dans toutes les autres matières, j'ai essayé, surtout en français. Tout le monde m'appelait le mini-professeur. Parce que je rapportais toujours un nouveau mot. J'ai toujours soif d'apprendre et je rapportais des mots qui n'étaient pas du tout du jargon de notre niveau et tout. Parce que j'apprenais, je lisais. Et j'avais beaucoup de livres à la maison. Des fois, mon père ramenait un livre qui faisait 700 pages. Il te demande de résumer tout ça en 48 heures. Et je n'avais pas le choix. Je devais faire de l'autocritique et délivrer. Et tu as fait quelle série? Bon, j'ai fait A2, je pense. J'ai fait A2. C'est ça qui t'a emmené après à faire le droit. Oui. Je me suis projeté après. Voilà. Le trading. On va revenir au trading. À quel moment tu t'es senti prêt en te disant maintenant, oui, je suis devenu un trader? On va aller à la genèse des choses. De base, comme je l'ai dit, le trading, je ne me suis pas levé pour faire le trading. Je ne connaissais même pas le trading avant de débuter. Qui t'a parlé de ça la première fois? Alors, j'ai découvert ça sur Internet.
J'ai vu ça sur Internet parce que le jour-là, j'avais écrit sur Internet les métiers les plus faciles pour gagner de l'argent, un truc comme ça, sur Internet. Et ils ont cité le trading dedans parce que ça faisait bling-bling dans le temps et tout. Je pense que les autres avaient découvert avant nous et tout. Et donc, j'avais vu le trading, le dropshipping, il y avait de tout. Et j'ai dit, OK, le trading, c'est pas mauvais. J'avais fait le drop et j'ai joué après, j'ai fait le trading. Donc, le trading, quand je l'ai débuté, j'étais pas encore... En fait, moi-même, je n'étais pas convaincu que cela pouvait me nourrir. C'était en mode, OK, j'essaye un nouveau truc et je vais voir ce que ça peut donner. Et de fil en aiguille, j'ai eu des résultats, etc. Mais ce qui m'a vraiment convaincu que c'était le moment, c'était pendant la Covid. J'ai eu de très bons résultats, mes résultats ont explosé. J'ai essayé quelque chose et c'est passé. Et depuis que c'est passé, ça m'a permis d'avoir la base solide financièrement. Et depuis ce temps, j'ai dit, OK, c'est ça que je dois faire. Je veux rester que dans ça pendant au moins une dizaine d'années. Après, on verra bien. Donc, c'est au moment de la Covid que tu t'es senti prêt, en fait. Tu t'es dit, maintenant, je suis un trader. Exactement. Parce que pendant la Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient perdu leur métier. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas travailler. Et moi, j'ai compris qu'il y avait un afflux incroyable vers les métiers en ligne. Et surtout vers le trading et tout. Donc, je me suis dit, OK, intéressant. Il y avait des gens qui étaient intéressés. Ça veut dire que derrière, il y a de l'argent se fait. Et aussi, dans le trading, dans cette période-là, le marché était totalement à la baisse. Et nous, quand on misait sur le marché, on était souvent à la baisse. Et je gagnais énormément. C'est là où j'ai fait mon plus gros retrait. Et je me suis dit, OK, là, j'ai touché l'argent. Donc, il y a un potentiel. Et s'il y a un potentiel, c'est que je reste dedans. C'était quoi ce gros gain que tu avais? C'était beaucoup d'argent. On veut savoir. De toute façon, c'était la première fois. On sait qu'après ça, tu en as quand même ramassé plus que ça. Oui, c'est pas un secret de polichinelle, je dirais. Le premier retrait que j'ai fait, je vais vous laisser un peu imaginer. On m'a livré cela. Imaginez déjà à peu près combien est-ce que j'ai retiré. Dis donc, nous tous dans le pays, on va devenir trader. Et ça, c'était en 2020. 2020. 6 ans, il y a 6 ans. 6 ans et tout. Et en 6 ans en arrière, je débute. La nature est tellement bizarre. Je finissais ma formation en décembre. Décembre 2019. Je commençais le trading fin décembre. J'ai fait le trading janvier, février et mars, la Covid a commencé. Et de décembre à mars, je perdais de l'argent. J'ai perdu énormément d'argent. Tout ce que j'avais mis de côté comme économie et tout. Et en mars, j'ai gagné assez pour gagner également en avril, etc. Et en juin, on me livrait assez d'argent comme ça. Donc, moi, mon parcours est vraiment atypique et tout. Et le trading m'a vraiment sorti de la misère, je dirais. Je n'étais pas vraiment dans la misère, mais ça m'a permis quand même de faire des choses. Tu avais quand même une famille modeste. Oui, je remercie énormément mes parents. Malgré les ressources qui étaient limitées, je n'ai manqué de rien dans mon enfance. C'était bien. J'ai été à l'école. Je n'ai pas fait de grandes universités, mais j'ai été à l'école. On m'a bien éduqué également, donc je remercie pour ça. Mais je n'avais pas tout ce qu'il fallait. J'avais vraiment pas tout ce qu'il fallait. Je devais sacrifier des rêves pour certaines choses. Et finalement, le trading est venu me délivrer. À 20 ans, tu étais toujours à la maison? J'étais un peu à la maison et un peu hors de la maison. Où tu étais quand tu as eu les remplis d'argent? J'étais hors de la maison. Ah, tu ne vivais plus sous le toit de la maison parce qu'un gros truc que les gens ne savent pas sur moi, c'est qu'à 17 ans, j'avais déjà ma première voiture, moi. Comment tu as fait? C'était le trading? C'était pas encore le trading. Avant le trading, j'ai fait d'autres business. Et comme je l'ai dit, j'ai fait le dropshipping également que j'ai essayé. Et ce qui se passait, c'était qu'on faisait face au blocage. On n'avait pas la possibilité, par exemple, de retirer une certaine somme. Il y avait des cartes qui passaient pas et tout, et tout, et tout. Et à un moment donné également, il y avait beaucoup d'affluence au fait vers un business en ligne. Avant le trading, il y avait un business, j'ai oublié le nom, que j'ai essayé également. Je me rappelle pas, c'était un truc à Amazon, quelque chose, c'était comme de l'affiliation et tout. Et grâce à ça, c'était pas une grosse voiture, c'était une Ford Focus. Je pense qu'ils vendaient ça à 800 000 ou 900 000 dans le temps et tout. Et moi, on s'en rappelle. Et dans le temps, ça polluait, enfin. Énormément dessus. C'était beaucoup exactement. Moi, quand j'ai eu mes premières ressources, j'étais encore chez les parents, mais je me suis dit, OK, moi, j'ai envie de conduire une voiture. Je n'avais pas de permis. À 17 ans, tu étais chez les parents? Oui. Donc, tu étais chez les parents quand tu as acquéri ton... Oui. Et mes parents, mon papa ne savait pas que j'avais payé une voiture. Donc, je vous explique. J'étais chez les parents, on avait déménagé, mon papa avait construit, donc il fallait quitter le quartier où on était pour rentrer là-bas. Moi, je n'avais pas envie de laisser le quartier, mais le quartier me laissait. Vous voyez? Donc, du coup, je me suis dit, OK, je ne pouvais plus me déplacer parce que la moto que mon père m'a payée, on m'a volé ça à la veille des examens du bac. Donc, je n'avais plus de moto. Donc, il y avait ça qui avait créé, au fait, une reine au fond de moi. Je me suis dit, OK, dès que je reviendrai dans ce quartier, je reviens avec une voiture. Je ne reviens plus avec une moto. Je vais faire ce que je dois faire, mais je reviens avec une voiture. Et j'avais 17 ans.
Comment est-ce que je pouvais faire à 17 ans pour avoir une voiture? La voiture qui était accessible à moi avait un prix. C'était pas beaucoup, c'était à peu près, mais pour un jeune de 17 ans, c'était beaucoup. Ouais, et moi, j'avais vu les business en ligne. Dans le temps, il y avait la cybercriminalité qui battait son plein. Je pouvais devenir, enfin, le cybercriminel, mais j'avais vraiment plus d'ambition que ça. Tu pouvais devenir un vrai gars. En vrai, parce que dans mon quartier, il n'y avait que ça. J'ai grandi au milieu de ça. C'était la tendance. C'était la tendance et il y avait des grands frères à nous qui gagnaient énormément d'argent. Bon, après, avec un peu de recul, je dis c'est énormément d'argent, c'est vraiment relatif, selon moi. À ce que tu gagnes aujourd'hui. Oui, c'est vraiment relatif. Et je pense que dans le temps, beaucoup de personnes m'aimaient parce que je parlais l'espagnol. Donc, ils voulaient profiter de ça. Viens, aide-nous dans ça. J'ai dit, bah, vas-y. Et après, j'ai compris que moi, mon père, c'est un policier. Je ne peux pas jouer à ça. Donc, de fil en aiguille, j'ai découvert d'autres business. Des business qui m'ont donné 300 000, 200 000, etc. Et moi, je cotisais. À 17 ans. À 17 ans. Je cotisais parce que dans le temps, j'avais imposé à mes parents d'avoir ma carte d'identité. Donc, il fallait recevoir ça sous autorisation parentale et tout. Ils ont essayé, j'ai eu ça. Donc, ça me permettait de m'inscrire sur les sites, etc. et de me débrouiller et tout. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu de l'argent. Et il y avait un frère à moi, Parker. C'est mon frère, il est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, mais en vrai, toi, tu aimerais faire quoi si tu avais tel sous lui? Il dit, OK, il y avait l'iPhone S qui était sorti. Donc, j'avais le choix entre l'iPhone S ou ma première voiture. Moi, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai cherché cet argent parce que j'avais un défi. C'était de rentrer dans le quartier en grand parce qu'ils ont volé ma moto. Dans le quartier. Et je sais qui a fait ça. Et ça m'énervait. Donc, j'ai dit, OK. Je suis allé sur le parc, le Libanais m'a vu, il a dit, mais toi, tu as quel âge? J'ai dit 17 ans, il dit, mais je ne veux pas te demander. J'ai dit, OK. On a ramené un grand frère à nous qui a payé la voiture. Et j'ai fait la douane, c'était un truc de 600 000, un truc comme ça. Et mon argent était fini, j'avais plus rien. Tout ce que j'avais mis de côté, c'était fini. Mais je ne payais pas le loyer, je ne payais rien. J'ai dit, OK, j'ai une voiture, maintenant je conduis comment? Je n'ai pas le permis. Je fais comment? Je confie la voiture au grand frère. Il conduit et de temps en temps, il vient nous chercher quand je suis... Mais comment on va savoir que c'est ton véhicule en fait? Personne ne savait pour le moment. Donc, je me suis inscrit à l'auto-école, j'essayais de faire les cours, etc. Et c'était encore une voiture manuelle, c'était très difficile. Donc, la première fois que j'ai pris le véhicule, j'ai démarré, goum, 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 goum. On est rentré dans les caniveaux. Ouh là. On a cassé tout ce qui était en bas. Il fallait faire ça avec Parker. On est relancé encore. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à conduire et tout. Et je suis revenu dans le quartier pour la première fois. Et quand je rentrais dans le quartier, tout le monde dit, on fait le go, c'est là, on fait le boss, c'est là, on fait. J'ai dit, ouais. C'est de là, de fil en aiguille, que les noms là ont commencé à tuer. Dans le quartier, on m'appelait sénateur, le goat, etc. J'ai dit, OK, intéressant. Et après, tout le monde m'appelait winner, parce que j'ai ramené ce véhicule. Tout le monde dit, mais toi, tu es un gagnant, tu es un véhicule. J'ai dit, OK, je vais garder ce nom-là et tout. Donc, c'est là où j'ai eu ma première voiture. Et mon père ne savait pas que j'avais cette voiture. À quel moment il a découvert que c'était ton véhicule en fait? Et c'était un hasard, c'était le hasard, je dirais. C'était ce qui devait arriver pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Donc, la voiture, je conduisais et quand je devais rentrer, je déposais la voiture au niveau de là où on avait grandi. Il y avait souvent des rassemblements de jeunes et tout. Donc moi, je garais là. Tout le monde savait dans le quartier où on avait déménagé qu'Orphée avait une voiture, mais mon papa ne savait pas. Donc je gare la voiture là, je prends je rentre à la maison. Donc je reste à la maison, je tourne un peu. Et quand je dois revenir en ville, je m'habille, je viens en ville, je prends la voiture et je rentre encore dans la ville. Donc c'était un peu comme ça. Et difficilement, je prenais l'essence et tout parce que le business qui m'avait aidé, le business ne marchait vraiment plus dans le temps. C'était un peu bloqué, c'était compliqué et tout. Donc, mais j'avais une voiture, j'étais fier. Donc tout le monde savait, je faisais mes photos et tout. Donc de là, il y avait... Mais papa ne voyait pas la photo. Il ne savait pas. Parce il voyait la photo, mais il ne savait pas que c'était ton véhicule. Il ne me suivait même pas sur les réseaux. Il ne pouvait même pas savoir et tout. Maman même ne savait pas, même ma soeur ne savait pas. Donc c'était mes amis et tout. Donc, un jour, on a fait une fête ensemble, il y avait des amis. Et à la maison? Non, pas à la maison, en ville. Toujours au quartier et tout. Et moi, je ne prends pas de l'alcool. En vrai, je ne supporte pas l'alcool. Je le prends, mais je ne supporte pas du tout. Donc, il y avait une boisson qui était venue à la mode, je pense, Vodi. Merci beaucoup. Vodi qui était vraiment à la mode dans le temps. Et je n'ai jamais goûté à ça. Donc, tout le monde m'a dit, c'est bon, essaye. Donc, je dis, OK, je prends d'abord de l'orange sec, je bois. Lui, on ne sent vraiment pas l'alcool. Donc, c'était bien, je bois. Et après, on me dit, essaye Vodi, je prends 1, 2, 3 canettes. J'étais gâté. Ta première fois de Ma prendre première fois, parce que une boisson alcoolisée, pas, tu allais jusqu'à 3. Parce que je prenais, j'allais. Et là, trop noir. Je me réveille le lendemain. Tu as eu une panne. Trop noir, je me rappelle même pas. Panne électrique. Totalement. Je me réveille le lendemain. Et j'étais chez mes parents. J'avais mon père qui m'avait frotté du Zorro et tout. Je me réveille. Je dis, ouais. Et je sors, je vois ma voiture dans la cour. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Oh là. Seigneur, je suis mort, je suis dans quel problème? Mais le vieux ne dit rien. Il me regarde, je regarde. Il me dit rien. C'est là où maman m'explique l'histoire. En fait, quand j'ai pris l'alcool, j'étais bam.
Et quand j'étais BAM, j'avais commencé un début, ils avaient appelé ça, le médecin avait appelé ça un coma éthylique, un truc comme ça, un début comme ça. Et les gars avaient mis des blocs de glaçons sur ma poitrine, en fait. Genre, c'était pire. En fait, c'est un truc où j'étais... Tu partais, en fait. Je partais, définitivement. Donc, il y avait... Le hasard fait tellement quelque chose. Le jour-là, spécialement, il y avait mon maître d'études qui m'avait pris en classe de CM2, qui passait et qui avait vu que j'étais là. Et lui, il a appelé mon papa directement pour lui dire qu'il a fait qu'il est couché ici et de venir rapidement dans le quartier où on était resté. Donc, lui, il a pris son véhicule, il est venu et il m'a vu. Le temps de m'amener à l'hôpital, apparemment, quelqu'un lui a dit, mais s'il me prend, il s'en va, que c'est la voiture de son fils qui est là-bas, de prendre la voiture. C'est là que mon père a su que j'avais une voiture et tout. Mais il dit, mais on fait la voiture comment? Et là, il a ramené le véhicule et après, il a saisi le véhicule et il a saisi ça. J'imagine le choc. Non, le choc, mais il a dit, est-ce que tu fais des trucs louches? J'ai dit non. Je l'ai expliqué. J'ai montré des preuves. Il a dit, OK, s'il n'y a pas d'activité louche, c'est pas grave, mais tu n'as pas l'âge de conduire, je garde la voiture et tout. Et il a gardé la voiture pendant, je pense, 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. Le temps que tu aies 18 ans. Le temps que je prenne aussi mon permis, tout ça. Et après, il a libéré la voiture. Il a dit, OK, tu as deux choix. Tu vends la voiture, tu continues. Ou bien tu m'expliques clairement ce que tu fais. Je lui ai expliqué parce qu'il pensait que j'étais cybercriminel. Oui. Donc je lui ai expliqué un truc, il n'a toujours pas compris. Donc, il dit, OK, mais je te fais confiance puisque tu es mon garçon, tu sais ce que je fais dans la vie et tout. C'est de là où j'ai vu ma première voiture. Et 6 ans après, j'en ai enchaîné 10 ou 11, je pense. Donc voilà. Donc, tu es le seul garçon de tes parents, le seul garçon en fait. et l'aîné. L'aîné, le seul héritier de la famille. On peut dire ça comme ça. J'hérite du nom quand même. Justement, ça m'amène à te poser la question de savoir le trading et l'arnaque. Est-ce que ça ne se côtoie pas, ces deux mondes-là? Oui, c'est un monde qui se côtoie et il y a une frontière très très fine. Lorsqu'on ne le sait pas faire, rapidement on peut se retrouver du côté de l'arnaque. Et il y a des traders arnaqueurs. Il y a des traders arnaqueurs. Il y a des arnaqueurs traders aussi. Donc, c'est compliqué. C'est deux mondes qui cohabitent et tout. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Tout se retrouve dans la vision. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis là pour arnaquer les gens ou est-ce que je suis là pour la vision? Et comme je le dis toujours, moi, j'ai commencé le trading pas pour former. Parce que l'arnaque survient généralement lorsque les formations débutent. C'est quand les gens se disent, OK, il faut vendre quelque chose qu'il faut vendre un train de vie, il faut vendre quelque chose qui n'est pas réel. De base, moi, ce qui a fait ma réputation, c'est les résultats. Et comme je l'ai dit, très jeune, j'ai eu des millions. Très, très jeune, mes premiers retraits, il n'y a rien à cacher, c'est documenté sur mon Instagram, c'est documenté, tout le monde le sait. J'ai eu de l'argent rapidement, j'ai payé ma voiture, j'ai fait mes trucs dans le temps, c'était réel et c'était là. C'est de fil en aiguille que les gens ont commencé à demander, OK, ce que tu fais, explique-nous. Et c'est là que les formations sont venues. Et on a fait les formations pratiquement 2 ans après. Moi, j'ai arrêté parce que j'étais plus vraiment passionné de ça. Et tout. Donc, moi, j'avais ma vision, c'est gagner de l'argent dans le trading et rien que ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que le trading m'a rapporté, aucun autre business ne m'a encore rapporté cela. Que ce soit les formations, que ce soit peu importe ce qu'il y a, rien ne m'a encore rapporté cela. Tu ne laisserais jamais le trading pour l'arnaque? Non, jamais. Et déjà, même combien, supposons, quand on arnaque les gens, c'est sur le court terme. On ne peut pas se projeter sur le long terme, vraiment. Et même pour l'arnaque, même si on devrait aller du côté l'arnaque générale, locale que les gens font au niveau de la cybercriminalité, moi, je ne pense pas que je peux gagner autant que je gagne dans le trading. Le gain de l'autre côté est petit pour toi. Selon moi, c'est trop. $1,000, $2,000, mais c'est petit. C'est énormément petit. Pour le risque qu'ils prennent, moi, je ne peux pas. Je ne le vois pas faire cela. Pourquoi on a tendance souvent à remarquer que dans le trading, on vend un rêve qui paraît inaccessible, en fait, au commun des mortels? Est-ce que moi, qui suis ici, vous arrivez à me toucher? Ici, là? Oui. Est-ce que vous me touchez? Oui. Est-ce qu'on est dans un rêve? Non, on n'est pas dans un rêve. On n'est pas dans un rêve. Je suis réel. Oui. Alors, quand on a commencé, est-ce qu'on avait tout ce qu'on avait aujourd'hui? Non. On a acheté un rêve aussi. Mais dans la réalité, il n'y a pas de rêve inaccessible. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai dans la vraie vie. Mais à un moment donné, j'ai vu des gens qui faisaient du bling-bling, qui vendaient leur rêve, leur train de vie. J'ai acheté. Je pars du principe où, lorsqu'une personne réussit, il mettra toujours en avant sa réussite. Et la réussite, pas généralement pas ce qui est matériel, pas ce qui est... en tout cas, sous nos cieux encore, dans un monde de misère, généralement, lorsque quelqu'un a une petite voiture, il est considéré comme un riche. Oui. Vous voyez, donc généralement, les gens mettent ça devant pour montrer leur réussite. Et nous, généralement, on a un comportement de Agbadjou, non, c'est ça, on dit non, bien. Agbadjoumon. Voilà. On aime montrer qu'on a. Et on a vraiment. C'est pas, on passe à côté. Le trading, nous permet de vendre des rêves qu'on a réellement. On ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas. Mais pourquoi cette procédure, en fait? Oui. C'est quoi la finalité? La finalité, dans un premier temps, ou l'objectif, je vais dire. OK. L'objectif, en dans un vendant premier ce temps, type de rêve, en fait. L'objectif, dans un premier temps, c'est quoi?
moi, je pense que quand j'ai commencé à poster mes résultats, c'était juste pour me faire voir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie que d'autres personnes puissent voir qu'on fait de l'argent dans ce business. C'était comme ça. Je suis resté comme ça pratiquement 1 an. Pour te faire voir. Juste comme ça. Je voulais, en fait, je dirais plus, c'est une revanche sur la vie. Genre, on n'a rien eu. À cause de ton passé. Merci beaucoup. On a à rien cause de d'où tu es venu. Exactement. Nous, on n'a rien eu pendant l'enfance. Je me rappelle, une fois, ma maman, on avait des excursions et j'avais même pas un seul jean. Ma maman a tenu ma main, on est allé chez une bonne dame qui vendait des friperies. On m'a pris un jean de femme. Le bas était ouvert. C'est des trucs qui vont te traumatiser, en fait. Donc, quand tu commences à gagner de l'argent... Bas def. Bas def, merci. Et il y avait une chaussure que maman m'avait prise. C'était des Vans ou bien des Vans. Et pour la couleur, c'était décoloré. Donc, on payait les produits. Il y avait un produit, on mettait pour colorer ça en noir. Et chaque fois que je lavais cela, la couleur partait. Il fallait encore recolorer. En fait, c'est des choses... En fait, aujourd'hui, j'ai décidé dans mon cerveau en fait, d'oublier tout ça, en fait. Sinon, mais ça a été un boost pour toi, quand même. Oui, et parce que quand tu y pensais, tu avais envie de réussir. Même là, quand je pense, c'est des choses qui ont envie de me... qui remontent, en fait, des émotions. Donc, quand tu gagnes de l'argent après tout cela et que tu te permets certaines choses, indirectement, tu as envie de montrer, j'ai pris ma revanche sur la vie. Je pense que c'était ça d'abord. Et après, de fil en aiguille, je pense que les gens ont aimé le train de vie, ce qu'on proposait. Et quand certaines personnes nous ont demandé, faites-nous des formations, accompagne-nous, on s'est dit, OK, si on réussit, que d'autres personnes arrivent à prendre des exemples sur nous, autant continuer dans ce sens-là. Et je pense que c'est de là que les choses ont continué comme ça. On est aujourd'hui des personnalités publiques. Et quand tu es des personnalités publiques, peu importe comment tu caches et tout, il y a des choses qui sont forcément ouvertes au public, vous voyez? Donc c'est un peu ça. On dit souvent que les riches, les vrais riches, ne montrent pas leur patrimoine. Ce qu'on voit, c'est le contraire chez vous autres. Ma question, êtes-vous vraiment riche, cher trader? Qui sont les vrais riches? La majorité des gens qui disent qu'il y a des vrais riches sont des gens pauvres qui n'ont jamais eu accès au milieu des riches. Et ça, je l'ai compris. 90% des gens qui disent les vrais riches n'ont jamais eu accès à Bill Gates, comme ils prennent comme exemple. Ils n'ont jamais eu accès à Mark Zuckerberg ou je ne sais quoi. Ils n'ont jamais eu accès à Elon Musk. Mais qui sont les vrais riches? Comment ils savent qui sont les vrais riches? C'est ce qu'ils nous montrent, en fait. Mais qui montre? Je suis ici pour poser la question que le commun des mortels se pose. Il n'y a pas de vrais riches, il n'y a pas de Est-ce qu'on n'a jamais vu Marc montrer ses richesses, sa richesse? Vous n'êtes pas dans son milieu. Est-ce qu'on n'a jamais vu, et là, on est sur les réseaux sociaux, ce que vous montrez, c'est sur les réseaux sociaux, justement. Est-ce qu'on n'a jamais vu Elon Musk montrer son patrimoine, ses finances, et s'enorgueillir, au contrario de vous, cher trader? OK, alors, prenons un exemple simple. J'ai Jeff Bezos et tout, qui portait du Loro Piana la dernière fois. Et quand on dit du Loro Piana, c'est juste des euros à 7 000 euros. Des chaussures à 5 000 euros. Ils n'ont pas besoin... En fait, leur monde, c'est la richesse silencieuse. Nous ne venons pas de la même réalité. Vous voyez? Ici, chez nous, nos biens font du bruit et tout. Je vais paraphraser quelqu'un qui dit donc on est bien qu'à bon mais là au tabac c'est une façon de dire que là où on n'a pas encore l'argent on n'a pas encore l'argent, mais là où je vais paraphraser encore quelqu'un, je dirais là où il y a la misère, quand une personne a 50 francs, on pense qu'il est riche. Il est riche. Et ce qui arrive, c'est pas nous qui faisons du bruit. C'est ce que nous montrons qui fait du bruit. Et les gens choisissent, entre autres, de voir ce bruit-là. Nous, on n'est pas responsable de cela. La dernière fois, j'ai regardé un podcast où j'avais vu Jeff Bezos était avec sa femme dans une boîte de nuit à Monaco et leur table, c'était 150 000 euros. Comparé à nous, nos petits trucs qu'on montre et tout, c'est pas la même réalité. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourtant, c'est des gens qui montrent, mais en fait, ceux qui critiquent, c'est des gens qui n'ont pas assez, ou bien des gens qui ne font pas de recherche, c'est tout, qui ne font pas de recherche, et tout. Arriver à un niveau donné, ta richesse, tu n'as plus besoin forcément de frimer, c'est vrai. Nous, on frime pas un moment. Pourquoi? Parce qu'on est jeunes. Vous frimez trop. On frime énormément. Et on est d'accord. Vous frimez pour frustrer les gens qui n'ont pas de l'argent. On ne frustre personne. Tu choisis de te frustrer toi-même. On ne frustre personne. Moi, je frime parce que j'adore frimer. J'aime mettre le centre de l'attention. Est-ce que c'est pour emmener les gens à choisir le trading? Pas forcément. Si tu veux choisir le trading, tu choisis le trading. On ne fait pas de campagne de sensibilisation, venez faire le trading. Mais c'est pour convaincre. Est-ce que ce n'est pas une manière de convaincre, en fait, alors même ceux qui vous regardent? Même les métiers les plus simples, les gens montrent quand même qu'il y a des réussites, qui a ci et tout. Aujourd'hui, même quand on prend un médecin qui réussit bien, on dit, ah, la médecine, ça réussit bien. Il a une voiture, il a une maison. Mais pourquoi on ne s'attaque pas à ces gens-là et tout?
Nous, on aime montrer ce qu'on a. Vous l'exhibez. On l'exhibe. Et si ça dérange quelqu'un, je suis désolé de le dire, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de montrer. Aujourd'hui, dans le pays, il y a des gens qui sont dans des J-Wagon, il y a des gens qui sont dans des grosses voitures et qui roulent. Pourquoi on ne s'attaque pas à ces gens-là? On s'attaque à nous, qui avons peut-être des GLE. C'est la même chose. La seule différence, c'est que nous sommes dans la notoriété. Nous avons la notoriété qui va avec. Vous êtes visible. On est très visible et notre voix porte, c'est tout. On ne vient pas frustrer quelqu'un. Maintenant, si tu es intéressé par ce que je fais, tu es la bienvenue. Ça se passe dans d'autres pays, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Ça se passe dans d'autres pays. Il y a des traders dans tous les pays. Donc, ici, je pense que c'est l'éducation coloniale que nous avons reçue qui fait que les gens sont frustrés par rapport à l'argent. L'argent ne doit pas être un tabou. L'argent doit être un vecteur qui permet à beaucoup de personnes de se motiver et à réussir. Et c'est nous, notre rôle, ça. C'est de mener la jeunesse à être consciente. Si nous, on se tait, ce sont les cybercriminels qui auront la voix. Et nous l'avons vu pendant des années. Les cybercriminels faisaient la loi, ils faisaient de tout. Quand tu demandais à un enfant ou à un jeune, quand il réussissait, Diablo, Caïman. Non! Aujourd'hui, la jeunesse dorée, parce que je nous appelle comme ça, on a pris, on est de la jeunesse consciente, on a dit, OK, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu es jeune, tu peux réussir. Légalement, tu dois faire cette business en ligne. Voilà. Il n'y a pas que le trading. Moi, j'essaie dans le trading, mais demain, s'il y a un autre business qui marche bien, j'irai là-bas, ça ne me dérange pas. Je veux savoir, combien il faut pour commencer le trading? Peu importe. Le trading, ce n'est pas vraiment... Vous voyez, il y a des gens, si vous posez la question, on dira, le trading n'est pas fait pour les pauvres. C'est les gens qui disent ça. C'est vraiment erroné. Parce que tous ceux qui ont commencé, qui sont arrivés là aujourd'hui, étaient des pauvres. Et sont même... La richesse, même, elle est relative. Ta formation, tu l'as fait à combien? 100 000 francs. Et pour faire cette formation, j'avais un iPhone 8, on dit 8 plus 8. Je me rappelais plus trop qu'il y avait des boutons et tout. J'ai dû vendre ça à 250, mais j'ai payé ma formation. J'ai mis 50 000 de côté pour prendre le ZEM pour pouvoir aller à la formation. Parce que j'ai quitté Séminaire à Trocoyi pour aller à Calavi, vers la mairie là-bas et tout. Et j'ai fini ma formation et Dieu m'a béni après ça. Donc, je ne regrette pas du tout. Donc, il faut investir quand même. Il faut forcément investir. Voilà. Il n'y a pas... Il faut, au début, investir quand même un peu d'argent. Même quand on va à l'école, on paye la scolarité. Ce serait vraiment utopique, c'est de construire des châteaux en Espagne et de dire qu'on vient dans le trading avec 0 francs. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours se faire former avec 100 000 francs dans le trading? Oui. Par exemple, moi, de mon côté, j'offre des formations gratuites depuis 3 ans. Je ne fais plus de formations payantes. Si les gens veulent m'attaquer sur ce côté-là, je pense qu'ils ont tiré à terre. Je suis le trader qui ne fait plus de formations payantes depuis 3 ans. Et pourtant, c'est la source de revenus la plus primordiale pour la majorité des traders. Après le trading lui-même. Et je l'ai arrêté. C'est pour montrer que je n'ai pas besoin. Je ne vis pas de ça. On dit souvent que c'est un appât. Vous dites que c'est du gratuit. Et après, on commence à payer des frais. On en connaît qui ont fait ça dans ce pays. Oui. On commence à payer des frais à ne pas en finir. Ça se passe, oui ou pas? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas avec toi ou bien ça... Alors, ça ne se passe pas avec moi comme ça. Je dirais, dans mon académie, j'ai été la première personne, le premier trader à mettre une société en place ici au Bénin. J'ai été le premier trader, même dans la sous-région, à déclarer réellement ce que je fais et à payer mes impôts entre-temps. Je pense qu'on était en 2021. Et je l'ai fait parce que je voulais montrer quelque chose. Je voulais prouver qu'on n'est pas dans le faux. Quand les gens viennent pour les formations, quand c'est payant, je dis c'est payant. Quand vous venez pour des formations gratuites, je vous offre la formation. Je n'ai rien à gagner derrière. Si je veux gagner quelque chose sur vous, c'est pas sur vous que je vais gagner. J'ai d'autres méthodes pour gagner de l'argent. Je peux signer des contrats avec des brokers et gagner peut-être sur le volume que vous faites. Parce qu'avec ou sans moi, vous allez payer ça. Vous voyez? Maintenant, le fait est que quand nous on dit c'est du gratuit, c'est du gratuit. Quand vous venez dans mon écosystème, je dis c'est du gratuit, c'est du gratuit. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'esprit de partage. Et je l'ai fait. J'ai accompagné des gens qui ont payé des motos, des voitures gratuitement. Et c'est partout. Les témoins sont partout. J'ai créé des communautés, des groupes de signaux. On travaille ensemble. Il y a des résultats. Si je mens, mes apprenants peuvent venir commenter cette vidéo et commenter. Moi, quand c'est payant, je te fais une formation payante. Quand je dis c'est gratuit, tu ne viens pas pour payer quelque chose d'autre chez moi. Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas de faux frais à payer. Et d'ailleurs, dans le trading, à part les frais de formation, il n'y a rien d'autre à payer. Il n'y a pas de faux frais. C'est pas... Non, il n'y a rien d'autre à payer. Ah oui? Rien d'autre. Je peux poser des questions, maître. Mais on a entendu beaucoup de choses. Hein? Comme quoi? On a entendu, on a vu, on a entendu des gens se plaindre du fait que Junior Natabou aurait, puisque moi, je n'ai pas les preuves de ce que je dis, aurait offert en fait des formations, comme vous êtes en train de le dire, et après, c'est des frais sur frais, mais on n'a jamais eu le résultat en fait. Est-ce que vous avez appris la rumeur de ces choses? Junior Natabou, dans un premier temps, n'est pas un trader. Ce n'est pas un trader. Non, c'est pas du tout un trader. Junior n'est pas un trader. Je pense qu'il y a un amalgame sur ce point-là. Junior Natabou n'est pas un trader.
Il est quoi, Il est Junior un Natabu? e-commerçant ou je dis même un dropshipper. Je ne maîtrise pas trop le jargon, mais Junior Natabu n'est pas un trader. Les gens ont tendance à confondre le trading et le dropshipping. Est-ce qu'il le dit, ce que vous êtes en train de dire, ce que tu es en train de dire, excuse-moi, est-ce qu'il le dit souvent aux personnes auxquelles il offre des formations? Alors ça, je ne saurais le dire puisque je ne participe pas aux formations de Junior. Formations. Mais l'amalgame est venu du point de vue où il y avait entre-temps un créateur de contenu qui a commencé à attaquer Junior et qui a commencé à l'appeler trader. Je pense en 2022. Et de 2022 jusqu'à maintenant, les gens confondent ce que Junior fait à ce que nous on fait. Le trading n'a rien à voir avec le dropshipping. Rien, c'est deux mondes totalement opposés. Chez nous, quand tu viens pour une formation, la formation s'arrête là, point barre. Tu te débrouilles, tu investis de ton côté. De leur côté à eux, je pense qu'il faut payer des plateformes, il faut payer des services, il faut payer... C'est ça, c'est différent en fait. C'est totalement différent. On n'a rien à voir avec l'écosystème des juniors. Aucunement rien. Rien. Et alors, maintenant, ceux qui disent que dans le trading, il faut payer d'autres faux frais, s'ils ont des preuves qu'ils apportent. Nous, on est dans cet écosystème depuis 7 ans. On n'en a que personne. Je peux te faire une formation, je t'enseigne à hauteur de ce que je connais. Cela ne veut pas forcément garantir ton succès parce que peut-être tu ne fais pas les mêmes choses que moi ou bien tu n'as pas les mêmes moyens que moi, mais tu vas réussir à ton échelle. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autres frais que tu viendras payer chez moi. Si tu veux un coaching, là, c'est différent. Est-ce que le dropshipping, c'est de l'arnaque? Non, c'est pas de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque. Le dropshipping n'est pas de l'arnaque, mais certains dropshippers en Afrique sont des arnaqueurs. C'est deux choses différentes. C'est la même façon que le trade n'a pas de l'arnaque. Il y a certains traders qui sont des arnaqueurs. Le dropshipping, c'est pas de l'arnaque. Par contre, le dropshipping vendu tel que en Afrique francophone ne saurait prospérer normalement. Parce qu'il y a tellement de plateformes qui ne sont pas disponibles chez nous. Et même quand les gens payent ces plateformes, ça finit par partir. C'est-à-dire ça ne marche pas. Je l'ai dit, à mon début, j'ai essayé cela. On a eu des retours, mais on n'a pas continué dans ce sens-là. C'est impossible à l'état que tel que les gens aient accès au dropshipping tel que vendu par certaines personnes dans cet écosystème et réussissent. C'est pas possible. Parce qu'il y a des passerelles de paiement qui ne passent pas en Afrique. Est-ce que ça peut expliquer ce qui s'est passé avec Junior Natabu? Alors, il s'est passé quoi avec Junior Natabu? En vrai. Ce qu'on lit sur les médias. Qu'est-ce qu'on lit sur Junior Natabu? On lit tellement de choses. Est-ce que Junior aurait arnaqué des gens? Oui. Je ne sais pas. Je ne réponds pas. C'est ce qu'on lit, en fait. Je dis, c'est ce qu'on lit. Mais ceux qui pensent que Junior les a arnaqués, et je pense qu'il y a des voies, des recours, on dit, de façon pénale et autres, ils peuvent attaquer Junior. Je ne suis pas à l'épicentre du business de Junior. Je ne maîtrise pas le business de Junior. Tu n'y connais absolument rien. Je n'y connais absolument rien. Et tu l'as dit, le trading est différent de dropshipping ou de l'e-commerce. Je ne suis même pas vraiment ami avec Junior. Je l'ai vu sur les réseaux. Voilà, salutations cordiales et tout. Je ne saurais vraiment me positionner et dire même que Junior aurait arnaqué des gens. Ceux qui pensent qu'ils sont arnaqués ou autres, ils ont les mesures, ils ont les voies de recours pour cela. Pour ma part, je vais défendre ma part à moi. Vu de l'extérieur, le dropshipping, ce n'est pas de l'arnaque. Mais là, le dropshipping tel que proposé entre-temps en Afrique, je pense que c'est purement et simplement de l'arnaque. Voilà. C'est très bien répondu. Donc, maintenant, on a compris. Qui veut comprendre? Comprendra. Voilà. Alors, dis-nous, les gens qui te regardent aujourd'hui diront peut-être, est-ce que ce n'est pas Junior Natabu type 2? Moi, je m'appelle déjà accordé au fait. Et j'étais là avant les juniors. Et je suis là encore après les juniors. Parce que tu es riche. Quand on te voit, tu as porté du Louis Vuitton. Et quand... Oh là là. Tout ce que tu as porté, ça a du prix. Exactement. Et tu es riche. Ah bon? Tu es millionnaire, on aurait appris. Je suis milliardaire. C'est différent. Je ne suis pas millionnaire, je suis milliardaire. Tu vois, non? Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que ce n'est pas un Junior Natabu 2 qui est devant nous? Non, Junior Natabu est Junior Natabu. Accordé au fait et accordé au fait. Junior Natabu, jusqu'à preuve du contraire, moi, comme je le répète, je ne suis pas à l'épicentre de ce qu'on le reproche. Je ne saurais me positionner en disant c'est un mauvais, c'est un bon. Je ne saurais le dire. Ça, il a à voir avec ceux qui sont en train de dire cela et ceux qui ont payé des formations sur lui. Moi, c'est accordé au fait. Moi, je fais mon trading, j'évolue. Je gagne l'argent que je dois gagner et j'évolue. Je ne suis pas un Junior Natabu 2, je m'appelle Accordé Orphée. Et je suis là depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais là dans le trading avant que les gens ne commencent même le dropshipping. Et je suis là jusqu'à ce que les polémiques arrivent. On a fait les vents et marées. Dans le temps, il y a eu des polémiques en 2022. Quand ils ont confondu les dropshippers aux traders, on est resté dans le vent, on a fait face à la tempête, on est resté jusqu'encore après. Donc, nous, on n'est pas dans une optique rapide de faire de l'argent. Notre vision, c'est le long terme. Et comme je l'ai dit, je resterai accordé au fait, je serai fidèle à ma philosophie.
Sophie. C'est comme ça. Est-ce que dans le temps, lors de cette tempête-là, est-ce que tu as été atteint? J'ai été vraiment attaqué par un cieux. J'ai été attaqué par lui. Et il allait dans tous les sens, je dirais. Je pense que c'est la mauvaise information que la jeunesse avait dans le temps et tout. Et aussi qu'on érigeait des personnes qui n'ont pas d'informations en donnant des leçons, je dirais. D'une part. Et deuxièmement, parce qu'on voulait laisser prospérer la cybercriminalité aussi. Parce que je pense qu'on a été attaqué pour rien. Absolument pour rien. Des jeunes qui sont venus en ligne, on ne croit pas qu'on peut faire de l'argent en ligne. Et c'est tellement irrationnel, je dirais, et tout. J'ai été attaqué, ça m'a touché à un moment donné parce qu'une personne a voulu inventer du n'importe quoi sur moi et je suis sorti. Moi, je avec preuve ou sans preuve? Sans preuve, il n'y avait aucune preuve. Personne ne peut se positionner et dire on m'a arnaqué. Non, tu peux prendre une formation chez moi et ne pas avoir des résultats. Ça, je le dis, on ne peut jamais avoir des résultats à 100%. Mais je ne peux jamais arnaquer quelqu'un. Je ne peux pas arnaquer, je n'arnaque pas. Est-ce que c'est parce que tu donnais des formations, ils n'avaient pas des résultats? Non, il y avait le trading généralement, il y aura toujours des résultats. Mais à hauteur proportionnelle de la personne qui prend des formations. C'est-à-dire que le formateur délivre l'information qu'il a. C'est ce qu'on appelle la formation, la stratégie. Le reste, maintenant, c'est celui qui prend la formation qui décide maintenant de faire usage de cela pour avoir des résultats. Et 80% du temps, ils ont des résultats. Jusque beaucoup n'arrivent pas à être pérennes. Pourquoi? Parce qu'il y a les biais psychologiques et émotionnels qui entrent en jeu. Et ça, c'est un autre débat qu'on va faire. Ils ne sont pas persévérants. Ils ne sont pas persévérants, ils ne sont pas résilients. Nous, on est dans le game depuis 7 ans et on va continuer encore à avoir 10 ans, 20 ans dedans. Si quelqu'un n'est pas assez persévérant, il laisse et il va toujours dire c'est de l'arnaque entre griffes pour lui. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. J'ai été attaqué dans le temps, j'ai répondu, et je suis le seul à avoir répondu, malgré tous les autres traders qui ont été attaqués. J'ai fait ma lettre, j'ai posé cela, je suis allé déposer, j'ai fait appel à mon conseiller juridique, j'ai fait ce que je devrais faire, mais de facto également, je ne me suis pas tué sur les réseaux. Pendant que tout le monde se cachait parce qu'il avait quelque chose à se reprocher, je suis sorti. Parce que tu n'avais rien à te reprocher. Rien à me reprocher. Les formations ne sont pas interdites jusqu'à preuve du contraire. Je ne fais pas de placement, je ne fais pas d'investissement. Et tu as ton entreprise quand même. Exactement, qui était là. Donc, j'avais rien à me cacher. Je suis venu, j'ai répondu et le vent est passé, on est resté debout. Et la personne est où actuellement? Quelque part dans la vie. Moi, je ne sais pas où il est, mais il s'est débrouillé quelque part dans la vie. Je pense qu'il avait voulu profiter. Il a profité, il a fait ce qu'il devrait faire. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il a jeté de l'opprobre sur notre business. Et c'est un truc qui me révolte et qui m'énerve. Mais quitte à, comme je l'ai dit... Est-ce qu'il a répondu devant les juridictions? Il a répondu avec un cieux qu'il a convoqué, je pense, mais pour autre chose. Donc, moi, j'ai finalement compris qu'il fallait laisser celui-là et me concentrer sur mon business et tout et tout. Finalement, il a fait son buzz et le buzz est passé. Nous, on est resté et on a continué ce qu'on devrait faire et tout. Jusqu'il a vraiment sali notre corporation à confondre le dropshipping au trading. Et c'est dommage et tout. Voilà. Tes plus grosses pertes, ou bien pour dire ta plus grosse perte que tu as eue? Alors, je dirais... dans les vingtaines de francs CFA, je pense. Mais je l'ai perdu en... je pense à peu près un truc comme ça. Je l'ai perdu en 2023, je pense. Il y a 3 ans, je l'ai perdu en 4 heures de temps. Et j'étais sous la clim et je transpirais. J'étais sous la clim et je transpirais à forte goutte. Ça a été vraiment une période un peu chaude parce que c'était pas forcément tout ce que j'avais, mais c'était une grosse partie. Parce que pour la petite anecdote, c'était de l'argent que j'avais mis en DAT. C'était de l'argent que je ne voulais même pas toucher. Ça devait générer, je pense, c'était 4% ou un truc comme ça. Et du jour au lendemain, je me lève comme ça un matin, le truc me dit, mais gars, tu as de l'argent multiplié par 3. Parce que dans le temps, je voulais prendre une Range Rover. Donc je me dis, ok, autant essayer de faire quelque chose, je me pose à sa place, vite fait et tout et tout. Mais c'était la mauvaise décision de ma vie. Mais ça m'a découragé. Je me rappelle quand le dernier dollar est parti, je me suis levé. J'avais devant moi une vitrine avec une photo de mannequin, je pense. J'ai mis un coup de poing dedans, je me suis blessé. J'étais vénère. C'était quand même... CFA. C'était beaucoup d'argent. Peu importe comment j'avais, c'était beaucoup d'argent pour moi il y a 3 ans. Et comment on gère ça émotionnellement? Émotionnellement, c'est très, très difficile. J'étais vraiment désagréable avec les gens autour de moi. Autour de toi? Très désagréable. J'arrivais pas à dormir. Parce que, en fait, la perte, c'était pas le problème, c'est la culpabilité de l'action que j'ai menée. Le fait que j'ai pas respecté mon plan, le fait que j'ai pas respecté ce que je me suis pas prévu. C'était pas prévu. Et à un moment donné, je me suis écarté totalement du plan que j'avais mis en place. Donc, c'était plus la culpabilité. C'était même pas l'argent que j'avais perdu. Il fallait vivre avec cette culpabilité. Et de facto, il y avait le fait qu'il fallait expliquer aux autres que j'avais perdu autant d'argent. Et dire à quelqu'un, j'ai perdu.
dans le contexte du Bénin où le SMIC est, je sais pas, à moins de $100, il fallait avoir le courage. Donc, j'étais là, ça va, ça va, c'est ça, ça va. C'était comme ça et tout et tout. C'était même difficile d'expliquer à ma partenaire de l'époque et tout. Et comment tu as pu surmonter ça? Alors, comme je l'ai dit, on finit par tout surmonter. On finit par tout surmonter. Et ce n'était pas non plus ma dernière ressource. Dieu faisant grâce, avant que je ne sois là, comme je l'ai dit, j'ai eu de l'argent dans ma première année, deuxième année, et j'ai eu assez d'argent. Grâce à Dieu, mes parents m'ont aidé à avoir quelques trucs, quelques patrimoines par là. J'ai essayé de trouver quelques trucs dedans. Et il y avait aussi, j'avais dans le temps 2 ou 3 voitures. J'ai libéré 2 voitures, j'ai gardé une voiture. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de reconstituer ce capital et tout. Et par la grâce de Dieu, comme je le dis, je suis toujours... Wow. Ouais, je faisais... En fait. Oui, mais carrément, je faisais près de... Je disais, OK, tu es avec moi, Dieu est dans la barque. Et c'est passé rapidement. C'est passé rapidement, mais c'est quelque chose qui reste. Est-ce que c'est tout aussi facile de perdre que de gagner? On perd rapidement parce que la loi de la finance, elle est simple. On gagne à hauteur proportionnelle de ce qu'on paie. C'est-à-dire de ce qu'on investit, au fait. C'est ça. Si je gagne, le ratio normal, c'est 1 pour 1, 1 pour 2. À partir de 1 pour 2, on est rentable. 80% du temps, les gens se voient en mode, on va flip, c'est-à-dire, je mets 1 fois 10 fois 20. Alors que le trading, c'est pas comme ça. La seule chose qui est sûre lorsqu'on dépose de l'argent, c'est qu'on peut perdre. Le reste, ce n'est que des probabilités. Gagner de l'argent, c'est une probabilité. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Est-ce que c'est pas trop risqué, alors, le trading? Non. Le trading a ses inconvénients, mais ce n'est pas trop risqué. Pourquoi? Ce n'est pas des paris sportifs. Ici, il y a des ratios qu'il faut respecter. Il y a des pourcentages de risques à respecter. Par exemple, si une personne décide de respecter la base, ce qui est le socle de tout ce qu'on fait de base, 2% par son capital, je pense qu'il faudrait à peu près 50 positions pour cramer le compte. Donc, perdre un capital, vraiment, c'est parce que la personne, à un moment donné, exagère. Et même dans ça, tu peux perdre beaucoup plus. Supposons sur 10 positions, tu peux perdre 7 positions et gagner 3 positions et être gagnant. Vous voyez? Parce qu'on a ce qu'on appelle les ratios. Ratio de 1, ratio de 2 sur la position. Tu peux perdre 7 positions et gagner 3 positions et être rentable quand même dans ton compte et tout. Donc, je pense que c'est des règles. Et les gens ne respectent pas à des moments donnés. Ces règles-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la cupidité humaine. Ça, c'est les biais psychologiques et émotionnels de notre business. La cupidité ou l'excès de confiance, c'est les deux qui ne vont pas de pair dans le trading. Quels sont les caractères que doit avoir en fait un trader pour réussir? Ouais. Je pense que, je le dis toujours, on m'appelle le résilient, la résilience. C'est important. Dans tout ce que tu fais dans le trading, tu dois être résilient. La résilience n'est non négociable. Je perds, je prends du recul, je prends de l'élan, je me relance. Très important. Deuxième chose, c'est savoir maîtriser ses émotions, c'est-à-dire avoir un sang-froid. Très calme, posé, voir les choses. Je dirais, voilà, on appelle ça du stoïcisme ou un truc comme ça, je pense. En tout cas, je suis très calme face aux événements. Que ce soit bien, que ce soit mal, j'observe. Je prends sur moi et j'observe. Je n'aime le stoïcisme. Voilà, merci beaucoup. J'observe les choses et je me dis, OK, ça pourrait être plus pire. Oui, on ne dit pas ça, ça pourrait être pire. Voilà, ça pourrait être pire. Donc, je prends du recul, j'observe. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la leçon que je tire de telle chose que je mange? Lorsque je gagne également, je ne m'emporte pas. J'ai gagné, OK. Allez, on continue. Tranquille. Même si des fois, je suis très content de gagner et j'aimerais gagner beaucoup plus, mais la réalité est telle que c'est des hauts et des bas. Donc, à part ça, je dirais comme qualité, savoir se détacher de l'argent. Savoir se détacher. Ne pas en être très indépendant. Savoir se détacher, énormément même, énormément. C'est-à-dire, il faut être de ceux qui ne vivent pas que pour de l'argent, en fait. Je gagne de l'argent, OK, je gagne de l'argent, j'ai investi, je continue la vie. Il ne faut pas tout le temps, OK, je dois gagner aujourd'hui, je dois gagner, Non, on ne gagne pas tout le temps. Et si on se positionne tout le temps à vouloir gagner tout le temps, on finit par tout perdre. C'est ça. Ton plus gros gain que tu as eu. Oui, dans le trading. Alors, on va dire, tu as dit le premier que tu as eu à gagner, c'était... Est-ce que cette fois-ci, on peut dire 10? Non, c'est trop, mais on va dire des lots de... En tout cas, 5, donc on va dire entre... De francs CFA. Oui, et ça, c'était sur un trade de 3 semaines. 3 semaines. Il y a combien de temps à peu près? C'est récent ou c'est... Pas si récent que ça, on va dire il y a 3 ans.
3 ans que tu as pu atteindre ce niveau-là. Et comment tu t'es senti quand tu as eu ce gain-là? Bon, avant ça, j'avais déjà eu certains gains. C'est ça. Mais ça, spécialement, c'était un trade que j'ai gardé pendant 3 semaines. Et je ne m'attendais pas à ce que ça aille loin. Parce que moi, vous voyez, dans notre métier, il y a différents types de profils. Moi, je ne suis pas de ceux qui gardent les trades sur le long terme. Mais je me suis hasardé à le faire. Et quand j'ai eu l'argent, bon, ça m'a fait chaud, mais c'était pas, je n'ai pas non plus explosé. En mode, ça va. Comme je l'ai dit, on reste calme et tout. Mais ça m'a permis quand même de réaliser beaucoup de choses. Donc, je pense, après les réalisations, que je me suis rendu compte, au fait, que c'était beaucoup d'argent. Que c'était beaucoup. Voilà. Et là, quand je m'assois, je vois ces choses, je dis, ah ouais, c'était de l'argent. Mais sur le coup, j'ai vu beaucoup d'argent, mais c'était ça, quoi. Ça n'a pas eu d'impact, en fait, non, sur ton des caractère chiffres comme et tout tout. autre. Okay. Jusqu'à ce que je commence à investir, je vois ce que ça pouvait faire. Et même dans ça, j'ai pris... Oui, j'ai pris... Tu avais quel âge dans le temps? Je vais dire 24. 24 ans. 24 ça veut dire aujourd'hui, tu as 27 ans. Bon, moi, j'ai toujours 22 ans. Hein. Je suis un éternel jeune. Hein. C'est quoi, tu dégraisses oui, ton âge, j'ai 22 ans. Je suis très jeune, moi. Mais quand on te voit, tu as les traits, les traits atypiques, en fait, d'un homme riche. Un sourire anodin, pas forcé, naturel. Un style, parce que là, tu portes du Louis Vuitton quand même. Et quand on voit ton bracelet, je ne veux pas en parler, également ma montre. Ta montre, voilà. Tu es riche. Bon. Tu es Et comme je l'ai dit, moi, selon moi, quand je commençais le trading il y a 7 ans, j'avais une vision de l'argent. C'était que dans le temps, avant que j'aie tout ce que j'ai aujourd'hui, je me projetais dans le fait que j'allais m'appeler millionnaire le jour où l'argent que j'avais dépassait le million dans toutes les devises du monde. Ça, c'était ton début. Ça, c'était il y a 6 ans, je pense, c'est tout 6 ans, 7 ans. Et là, aujourd'hui, je pense que ma vision, c'est quand mon argent dépassera le milliard dans toutes les devises du monde. Donc, je suis sur la route. Je pense que je suis... Donc, voilà. Ça pèse. Alors, pour un jeune qui veut peut-être faire du trading ou bien qui rentre dans le trading, quelles sont ses désillusions? OK. Par rapport au trading. Alors, trading. Ne pas venir se dire je vais être millionnaire comme les autres immédiatement. Comme je l'ai dit, on est dans un parcours, de 6 ans, 7 ans. Je pense qu'il y a même des gens qui étaient là 10 ans et tout. C'est un parcours et dans ce parcours, il y a la résilience, il y a la projection et il y a aussi ce qu'on appelle généralement la rentabilité. Et pour avoir la rentabilité, c'est des étapes, des échelles d'évolution dans la vie. C'est ça. Lorsqu'un jeune vient au trading, la première chose qu'il devrait avoir comme réflexion, c'est comment est-ce que je fais déjà pour avoir un complément de revenu? Pas comment est-ce que je deviens millionnaire. Par exemple, je suis salarié. De revenu, oui. Ça veut dire quoi? Par exemple, je suis un salarié, je suis payé à 200 000. C'est comment je peux faire, par exemple, pour avoir ce salaire fois 2 déjà dans le trading pour commencer. Et au fur et à mesure, maintenant, commencer à penser à peut-être, j'aimerais passer le million, j'aimerais faire le milliard, etc. etc. Donc, dans un premier temps, par exemple, ce n'est pas en mode, je viens pour faire de l'argent, pour devenir riche. Non, je viens pour stabiliser ma vie. Je viens créer l'indépendance financière et progressivement, je vais aller maintenant créer tout ce qui est aisance financière. Donc, c'est d'abord ça que les gens doivent mettre dans leur tête. Je viens au trading pour faire de l'argent, mais je fais de l'argent dans la durée. Je me projette dans la durée. Et un jour, je pourrais m'affirmer, oh, je suis millionnaire, je suis milliardaire. Parce qu'il y en a plein, hein. Ils rentrent dedans, ils s'attendent à un mois, après à devenir très riches. Et c'est pour ça qu'ils disent que le trading, c'est de l'arnaque. Mais il faut être vraiment aussi un arnaqueur pour penser ça. Comment est-ce qu'on devient riche en un mois? Il n'y a aucun moyen pour devenir riche. Et même dans nos formations, la première chose qu'on fait pour sensibiliser, on dit le trading n'est pas le moyen pour devenir riche rapidement. On peut devenir riche dans le trading et on devient riche dans le trading. Mais ce n'est pas un moyen pour le devenir rapidement. Ce n'est pas un portefeuille magique. C'est ça. Il faut des étapes. Absolument. Comme il y a des fois où les gens ont ce qu'on appelle la chance du débutant. Il y a certaines personnes qui débutent et au bout d'un mois, ils ont la chance du débutant. Ils arrivent à faire de l'argent rapidement. Mais ils n'arrivent pas à garder ça sur le long terme. Dans le trading, ce qui est difficile, ce n'est pas le métier lui-même. C'est l'être humain qui est compliqué. Vous voyez? Même vous, là, si je vous remets mon téléphone là, vous allez prendre une position. À un moment ou à un autre, ça va rentrer en gain. Forcément. Même à un bébé, ça va rentrer en gain. Mais le plus important, c'est est-ce que vous pouvez reproduire cela une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois? Et être résilient, patient. Vous voyez? Si nous, on avait débuté, on avait fait une fois
2 fois, 3 fois l'exploit, on a dit, OK, coup de chance. Mais on reproduit la même chose pendant 7 ans. Là, on n'est plus du tout dans la chance, on n'est plus dans le hasard. On est dans une feuille de route. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'un jour, l'IA va remplacer, pas l'IA, les ordinateurs vont remplacer les traders? Je suis le premier, je dirais même le pionnier du trading intelligent actuellement dans la région francophone et tout. Et je pense qu'on est en train d'aller vers cela. Pas que ça va changer drastiquement le trading, mais ça va permettre de compléter ce que le cerveau humain fait déjà. Aujourd'hui, les algorithmes ont la facilité de calculer rapidement que le cerveau humain. Vous voyez, ils ont la facilité de délivrer rapidement que l'être humain. Ils sont hors des émotions et des biais psychologiques et émotionnels que nous avons en tant que trader. Je pense que l'humain a encore des failles. Les algos n'ont pas encore totalement ce qu'il faut, mais sont en train de travailler à aller vers cela. Donc moi, je pense que le meilleur combo, ce sera IA humain. Pour soulager l'humain, selon vous. Oui, pour soulager le trader. Et aujourd'hui, je suis la première personne à mettre, par exemple, un algorithme sur le marché qui exactement fait cela, qui aide les traders à analyser, qui prend des positions. Et l'avantage, c'est quoi? Moi, je dors. Je ne peux pas passer mon temps tout le temps sur les graphiques. C'est ça. J'ai une vie, j'ai une chérie, j'ai plein de choses à faire dans la vie. Tu as tes affaires également. J'ai mes affaires également. Je ne peux pas tout le temps être sur les graphiques. Par exemple, sur une année, moi, je peux trader peut-être 10 fois. Maximum. Je ne trade plus comme avant. Je n'ai pas besoin de ce rythme-là. Mon algorithme peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans se fatiguer, sans me réclamer de l'argent, sans s'épuiser et faire tout ce qu'un humain pourrait faire, mais à une vitesse de délivrabilité incroyable. Mais est-ce qu'à cette allure, ça ne risque pas de remplacer l'être humain? À 100% non. Le trader. Non, ça ne peut pas remplacer le trader. À 100% non. Parce que dans notre business... Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Dans notre business, on a ce qu'on appelle encore le money management. On a ce qu'on appelle la gestion de risque et beaucoup d'autres paramètres. OK, on peut encore décider de paramétrer, d'automatiser tout cela. OK, quitte. L'algo gère le risque et tout, mais je pense que l'intervention humaine, elle est primordiale. Parce que quel niveau? Parce que les marchés sont en fonction de l'offre et de la demande. Et les humains continueront toujours d'imposer le principe de l'offre et de la demande tant que les institutions seront toujours gérées par des humains. Tant que les fonds d'investissement seront gérés par des humains et tout. Et tant que les acteurs de base sont des humains. Le marché général, le marché mondial, c'est que des humains. Le jour où les IA vont gérer tout cela, vont gérer les portefeuilles, vont gérer les marchés, vont créer l'offre et la demande, la fluctuation, là, on peut vraiment dire, OK, les traders seront remplacés. Mais je pense qu'on en a encore pour 10 ans, minimum. On en a encore pour 10 ans. Mais nous allons vers cela progressivement. Et je suis même d'accord qu'on aille vers cela parce que les algorithmes seront toujours plus performants que le trading. Et en ce moment, que va devenir le trading? Alors, le trading va évoluer dans une dimension que nous sommes en train de préparer actuellement. Déjà, aujourd'hui, nous sommes dans le trading algo. Donc, on essaie d'encourager les gens à aller vers cela. Je développe tellement de produits dans ce sens-là. Okay. On n'a pas encore le produit final. On est aux prémices des produits qu'on aura et tout. Je pense que j'aimerais encore continuer dans ce sens-là pour avoir un produit intéressant qui pourrait faire le travail à la place des gens. Maintenant, selon moi, clairement, l'avenir du trading, ce n'est pas que les algorithmes remplacent l'humain. C'est est-ce que le trading remplacé, même quand les IA remplaceront les humains, est-ce que ça va continuer à délivrer pour la majorité des gens? Si c'est le cas, oui, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun problème par rapport à cela. Même si on nous remplace demain, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas nous remplacer à 100%. Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'éducation, des gens qui auront besoin d'orientation. On aura toujours à paramétrer les algorithmes nous-mêmes. C'est ça. L'algo ne va pas se paramétrer lui-même. Vous voyez? On va faire l'état des lieux. OK. Le trading hier, le trading aujourd'hui. Oui. Ça évolue ou bien ça down? Alors, le trading d'hier à aujourd'hui a évolué. Ça évolue. Oui, ça évolue toujours. Par exemple, il y a encore quelques années, par exemple, sur le marché du Forex, on était à 3 000 milliards par jour. Aujourd'hui, on est à 6 000 milliards par jour. Okay. Ça évolue considérablement. Par contre, c'est la réputation du trading et des formations de trading qui dans nos régions. Parce que de plus en plus, les gens ont des a priori ou bien des pensées par rapport à cela. C'est des arnaques. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui ont jeté de l'eau propre sur le métier. C'est donc, ça. Sur ce côté-là, ça impacte énormément au niveau de la vision que les gens extérieurs... De la crédibilité de ce métier. Alors que c'est un métier qui est aussi vieux que le monde. C'est du commerce.
Juste qu'on a digitalisé ça. C'est tout. Donc, c'est un métier qui va rester avec ou sans nous. C'est comme ça en Europe, c'est comme ça en Asie, c'est comme ça aux États-Unis. Ça sera comme ça aussi en Afrique. C'est un business comme tout autre business. Si aujourd'hui, on enlève le volet formation, et je suis fier de le dire, moi, je ne fais pas de formation payante. Personne ne peut m'attaquer sur quoi que ce soit. Je suis resté sans vendre un seul produit à la communauté pendant 3 à 4 ans. Vous voyez, c'est tout récemment, on a développé des algorithmes, on met ça sur le marché. Donc, personne ne peut venir m'attaquer, moi, me parler de ça. Ils savent que je fais des résultats. C'est ça. Et beaucoup de personnes sont attaquées dans le training parce qu'ils font juste des formations. Qu'est-ce que les gens disent? Vous allez prendre 3 ans de formation pour réussir? Oui, c'est ça, en fait. Formation quoi est ton NEMI, ouais. C'est combien? NEMI, ouais. Tu nous as dit 100 000. C'est combien? En vrai, ça paye même pas ma GLE. Ça peut même pas construire ce que j'ai en local. En fait, c'est pas de l'argent. Le trading fera toujours plus d'argent que les formations. Donc, ça évolue. Ça évolue. Ça Et évolue. c'est le meilleur marché du monde. C'est le marché qui a la meilleure progression du monde. Mais comment on va arriver, en fait, à crédibiliser, à recrédibiliser, je vais dire, à remettre les gens en confiance par rapport à ce métier? Alors, c'est très, très difficile de nettoyer le cerveau humain lorsqu'il a déjà sa perception de quelque chose. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que, remarquez bien, les acteurs de trading dans la région ici, nous n'avons pas de casserole. C'est-à-dire que ceux qui étaient entre griffes des oiseaux nuisibles sont en train de disparaître progressivement. Nous avons commencé il y a 8 ans, 7 ans, il y a 10 ans, nous sommes restés. Aujourd'hui, si vous demandez le top 3, c'est le même top 3 qui restera là encore, qui était là il y a 5 ans, qui reste là encore. Pourquoi? Parce que nous avce compris que notre rôle à nous, ce n'est pas de nous enrichir sur le dos des gens. C'est ça. Contribuer à faire évoluer le métier, à laver l'image du métier. Et c'est ce que je suis en train de faire sur ce podcast-là, par exemple. C'est faire comprendre aux gens qu'il y a des mythes autour du trading. Il y a des informations qui ne sont pas réelles. Par exemple, quand les gens confondent dropshipping au trading. Vous voyez, c'est des choses qui ont créé, au fait, un sentiment de frustration au niveau. Si vous demandez à quelqu'un comment un trader vous arnaque, il va vous dire, j'ai fait une formation, je ne suis pas rentable. C'est ça. Ça n'a rien à Et voir. après, on me demande des frais. Mais ça, ce n'est pas chez nous. À moins qu'il y ait un autre trader qui vend... Comme je l'ai dit... Mais ça, c'est vraiment de la communication à fond que vous allez faire pour effacer ce type d'idée de la tête des gens. On essaie de le faire parce que j'aimerais que les gens aient une vision de quelque chose. Est-ce que ceux qui sont les plus connus sont des arnaqueurs? C'est ce qu'ils devraient voir. Il y a toujours dans un lot de paniers avec de fruits sains, il y a toujours des fruits qui sont pourris. En fait. Et il y a des gens qui sont dans ça, qui le font. Moi, je répéterai toujours, l'enseignement dans le trading, ce ne devra pas être la source principale d'un trader. Ça peut être une source complémentaire. Je n'ai aucun problème avec ça. Et je l'ai dit, par exemple, de mon côté, je l'ai coupé depuis 3 à 4 et je me porte mieux. On ne me manque pas de respect. Je ne sens plus vraiment la passion d'enseigner quand les gens ne veulent pas apprendre. Donc moi, je dis, OK, faites ce que vous voulez. De toute façon, l'offre que je ne compte pas sera comblée par notre trader. Et si une personne va avoir un trader qui n'avait pas de résultat et qui lui montre une vie et il considère que c'est bon, ce trader, il va payer des frais. Et c'est de l'arnaque. Mais je n'encourage pas cela. Et il faudrait éviter au maximum cela. Mais est-ce que ça ne te met pas dans une position de difficulté par rapport à tes pairs qui peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, vendent leur formation alors que pendant ce temps, toi, tu le mets gratuitement? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que je ne suis pas du tout sur le même positionnement que qui que ce soit dans le game. Nous avons un business, chacun gère son business comme il le veut. Je pense que j'ai été la première personne à mettre une société de trading en place, comme je l'ai dit, avant que les autres ne le fassent et tout. Et nous, on a vendu des formations, on a vu un avant et un après. Il y a eu beaucoup de traders qui sont passés par notre académie. Si j'ai choisi de ne plus vendre de formation, c'est pour un but précis. C'est donner l'accès au trading à au moins 10 000 jeunes. C'est d'abord ma vision. Et c'est pour ça qu'on va... Objectif atteint ou toujours en cours? Toujours en cours, parce qu'on a, je pense qu'on a, avec notre programme qu'on avait lancé il y a 2 ou 3 ans, on a fait 5 000 à peu près et tout. Et j'ai mis une pause pour me concentrer sur des activités personnelles. Comme je l'ai dit, les formations, ce n'est pas la roue qui fait tourner. Mais business, ce n'est pas ça, le trading pour moi. Après ça, on a lancé un programme qu'on a appelé la saison des témoignages. Et là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de pousser encore 5 000, voire 10 000 jeunes à avoir accès au trading et à comprendre le métier. Parce que je pense que si vous ne déboussez pas, vous n'allez pas vous dire qu'on vous arnaque. On est d'accord sur ce point. Mais le problème aussi, c'est que quoi? Lorsque les gens ne déboursent pas, ils ne se rendent pas compte de la complexité. Ils ne s'y attachent pas. Donc, il faut trouver un moyen entre la gratuité, la valeur délivrée et surtout le fait que les gens prennent ça au sérieux. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Maintenant, pour les autres pairs, je n'ai aucun problème avec eux. Vendre une formation, ce n'est pas arnaquer. Vendre une formation, c'est vendre son savoir. Si une personne comprend
que, OK, je viens prendre des années d'expérience d'une personne, ça m'évite de faire le même parcours et de tomber dans un puits. Je suis déjà passé par ce chemin. Je suis tombé dans ce puits. Je te vends, je dis, à côté ici, il y a un puits. Évite. C'est de l'expérience que je te vends. Et ce n'est pas gratuit. Donc, les autres peuvent vendre encore. Et de l'orientation De également. l'orientation. Donc, s'ils vendent leur formation, ils sont à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Moi, ma vision, comme je l'ai dit, c'est le trading. C'est le trading accompagné, c'est beaucoup plus d'autres choses. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Et si je sens le besoin de vendre ma compétence, je vais la vendre. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, parmi les traders de l'Afrique de l'Ouest, ou si tu veux, de l'Afrique, comment tu te positionnes si on doit te donner un rang? OK. Ouais. De l'Afrique francophone ou de l'Afrique On générale? va commencer par le Bénin. Le Bénin. Oui. Je suis dans le top 3. Je suis dans le top 3. OK. Je ne suis pas le troisième quand même. Mais tu es dans le top 3. Je suis dans le top 3, mais je ne suis pas le troisième. Tu n'es pas le troisième. Exactement. C'est qui le troisième? Alors là, je ne sais pas. Et c'est qui le premier? C'est peut-être moi. Oui, je suis dans le top 3, mais je ne suis pas le troisième quand même. D'accord. En Afrique francophone? Oui. En Afrique francophone, comme je l'ai dit, c'est le même classement. C'est le même classement. Maintenant, si on sort de l'Afrique francophone, je pense qu'on a beaucoup à faire. Le marché anglophone nous met une vitesse incroyable. Ça vous aspire, en fait. De ouf. Mais si on devait se positionner, je dirais... Ça vous met une pression, en fait. Alors oui, pourquoi? Parce que on voit les réalisations qui sont là-bas, on voit beaucoup de choses. Et nous, ça a été très difficile pour nous de nous en sortir. De sortir la tête de l'eau. Parce que ici, vous voyez, par exemple, chez les traders anglophones, il y a ce qu'on appelle, par exemple, le leasing. On n'a pas ça ici, par exemple. C'est-à-dire, un trader peut se lever, il donne juste 100 000, il a une voiture, il fait une communication dessus. Nous, tout ce qu'on a eu, on l'a acquis avec nos propres fonds. Ce qui fait qu'on est vraiment... C'est-à-dire qu'on a atteint la rentabilité pour le faire. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est l'environnement? C'est l'environnement et la langue. C'est l'environnement et la langue. On a limité, on a un plafond de verre que même quand tu veux casser, c'est très difficile. Vous voyez, dans un environnement lusophone ou anglophone, c'est une vision différente. Lorsqu'un trader au Nigeria parle, il touche d'abord 200 millions d'habitants, je pense, et il touche maintenant le Kenya, le Zimbabwe, le Ghana, plein d'autres pays, même les États-Unis. Alors que quand nous on parle, on touche que la sous-région. La sous-région n'est pas encore si émancipée que ça. Vous voyez, aujourd'hui, les NTIC sont pas si développés que ça. Au Bénin, par exemple, la dernière fois, en Côte d'Ivoire, je me rappelle pas, je pense qu'il y a à peine 4 millions de personnes sur une population d'une vingtaine qui est sur Internet. C'est encore... à l'étape embryonnaire, je dirais. Donc, il y a cette limite-là qu'on a. Maintenant, après, on va nous dire, oui, sur le marché, on est tous égaux. Sur le marché du trading, on est tous égaux. Oui, mais on n'a pas assez aux mêmes capitaux. Nous, on a commencé avec nos propres sous. Il faut se développer avec nos propres sous. Et par moment, les traders qui sont du côté anglophone, ils gagnent aussi énormément dans les formations. Et ça leur permet de reconstituer un capital et d'aller plus vite que nous. Okay. Ouais? Alors que pendant que chez nous ici, on dit, ouais, ils veulent vendre la formation pour vivre. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, face à eux, je pense qu'on est encore des enfants. Mais on travaille pour aller plus loin quand même. D'accord. Est-ce que vous encouragez les jeunes à faire du trading? Monsieur Akodé? Alors, si quelqu'un a 18 ans et qu'il pense qu'il veut faire du trading, il peut faire le trading. Mais attention, le trading comporte des risques de perte de capitaux. Donc, il faut être en harmonie avec ça. Après, je dis, un jeune de 18 ans n'a pas des millions non plus. Donc, quitte à perdre, qu'est-ce qu'il a à perdre en vrai? Il ne va pas perdre sa vie. Il faut prendre le risque d'essayer. Quand on est jeune, on veut essayer, on peut essayer. Et si ça marche, il pourrait s'asseoir à cette table un jour, raconter une histoire comme moi. Je l'ai essayé, voilà, j'en suis là. Mais si je n'encouragerais aucun jeune à laisser les études pour faire le trading. Deux choses opposées. Je ne viendrai jamais mener un discours de l'école t'apporte quoi? Non. Bullshit. Le trading est un accompagnant jusqu'à ce que tu aies des millions. Le jour où tu as des millions, tu peux t'arrêter et continuer avec le trading. Donc, si un jeune veut essayer, qu'il essaye. De toute façon, aujourd'hui, c'est un monde digitalisé et les prochains millionnaires sont dans le digital. Et c'est comme ça et ça va continuer comme ça. D'accord. Alors, Orphée Akodé, on a passé un bon moment. Les jeunes t'ont regardé, les vieux aussi t'ont regardé, toute génération confondue t'a regardé. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cet entretien? Alors déjà, merci, parce que vous avez posé de très bonnes questions. Je pense que vous avez parlé pour le peuple. Et j'ai essayé de répondre. Je suis la voix du peuple. La voix du peuple, très bien. Donc, je me suis ouvert. Je pense que j'ai dit tout ce que je devrais dire. Et pour ma part, si quelqu'un envisage d'être trader, je pense qu'il devrait regarder ce podcast et comprendre. Et aussi essayer de découvrir qui je suis. Je pense qu'il devrait faire un tour sur mes réseaux sociaux. Au-delà de cela également, beaucoup ont compris quand même cette fois-ci la différence, le dropshipping. Le trading. Beaucoup ont compris également c'est quoi l'écosystème du trader. Et certains ont également compris qu'on ne devient pas riche rapidement dans le trading. Donc, j'invite tous ceux qui voudront faire le trading à venir vers nous, mais surtout pour faire un trading très conscient. Donc, c'est mon mot de fin.
Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. On se donne rendez-vous très vite.